Bonjour à tous et toutes, je suis ravie d'être là pour participer à cet échange qu'on va faire. Je pense qu'on va faire un peu un dialogue. Oui. Enfin, il y a peut-être des questions. S'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas, même en cours de route, à poser vos questions. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir avoir vos feedbacks au fur et à mesure de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, Caching, c'est mon nom d'artiste. Ça fait plus de 18 ans maintenant que je fais des peintures dans la rue. Donc, j'ai commencé avec des tout petits formats, des petits stickers grands comme ça. Et aujourd'hui, je fais un mur de 8 étages à Saint-Denis. Donc, ça fait 30 mètres de haut et c'est le plus haut mur que j'ai jamais peint de ma vie. Donc, c'est super progressif tout ça. Mais pour partir d'un petit à un grand format, il y a tout un cheminement que je vais vous expliquer. Et sur la thématique d'aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai une approche à la fois du terrain, c'est-à-dire comment ça se passe pour moi en fait dans la rue quand je fais ces peintures, comment ça a été au début et puis progressivement comment ça s'est passé au fur et à mesure de mon parcours. Et aussi par rapport aux personnages que je représente dans mon travail artistique. Parce que j'ai inventé des personnages imaginaires, comme d'autres artistes ont inventé des Schtroumpfs ou les Simpsons ou des mangas. Moi, j'ai inventé mon propre univers artistique avec des personnages que j'ai imaginés et qui sont du coup des personnages que j'ai bien réfléchis avant d'arriver en tout cas au résultat que j'ai aujourd'hui, que vous allez peut-être pouvoir voir si le ciel est avec nous. Non ? D'accord, bon, tant pis. Il est parti avec l'ordi. Bon, en tout cas, on va vous montrer peut-être rapidement quelques photos, au moins pour que vous puissiez avoir une idée, pour les personnes qui ne savent pas du tout ce que je fais, d'avoir une idée de c'est quoi le style de personnage que je peins, en fait. Parce que ça va être assez fondamental dans ce que je vais dire au début. Voilà. Bon, on va essayer de régler la situation imagerie pour vous montrer quelques images. Mais voilà. Donc là, les 3 points qui vont nous intéresser par rapport à la thématique, qui est grande comme ça aussi, la place de la femme dans l'art urbain, dans l'espace public, et on sait très bien la société, comment elle fonctionne, et la bataille que c'est justement de se trouver une place et de se faire sa place. Pour nous, ce qui va nous intéresser d'abord, du coup, c'est la représentation de la femme dans l'art urbain. Pour toi, quelle est cette représentation aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, elle est beaucoup plus vaste et diversifiée qu'à mes débuts. À mes débuts, en fait, dans l'art urbain, déjà les femmes qui pratiquaient cette forme d'art étaient très peu nombreuses. Il y avait, je pense, en France, dans le pays entier, peut-être, je sais pas, moins d'une quinzaine de personnes qui étaient vraiment actives dans ce milieu. Actives, c'est-à-dire qui faisaient beaucoup de peinture et qui avaient un travail fourni. Que ce soit dans le graffiti ou dans le street art, c'était pas vraiment... Il y a une graffeuse qui est avec nous aujourd'hui et qui pratique depuis plus longtemps que moi, donc qui peut-être pourra confirmer ce que je dis. Mais voilà, je pense que dans le pays entier, il y avait peut-être une quinzaine de femmes en tout qui pratiquaient régulièrement cette forme d'art, que ce soit dans le street art ou dans le graffiti. En tout cas, tout le monde se connaissait plus ou moins, je pense. Et moi, quand je suis arrivée dans cette pratique-là, il y avait soit l'école de celles qui faisaient du street art et qui représentaient déjà des personnages avec des images très féminines. Donc c'était très girly, c'était très cute, avec des petites meufs, avec des longs cils, des longs cheveux, des grosses bouches, très sexy, avec des tenues légères, etc. Ou alors une qui était déjà là même avant, qui est Mystique, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'elle, donc qui faisait des pochoirs. Donc elle aussi, elle représentait des femmes, mais c'était aussi des femmes très féminines, avec des longs cheveux, avec des tenues assez légères. Donc une image en tout cas très féminine de ces personnages. Et d'autre part, celle qui pratiquait le graffiti, quoi. Et le graffiti tel qu'on le connaît, c'est-à-dire des lettres
du graffiti potentiellement illégal la plupart du temps. Et donc, c'était un travail de lettrage. Et moi, personnellement, j'étais déjà fascinée par le graffiti et le street art avant de commencer, mais je n'arrivais pas à m'identifier ni au style girly, ni au vandalisme pur et dur, parce que déjà, je n'avais pas vraiment le courage d'aller faire des lettres et des graffitis géants comme certaines le faisaient, je sais pas, sans peur. Moi, personnellement, ça m'impressionnait énormément. Et en plus, j'avais envie de faire des personnages, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était de représenter des choses figuratives. Donc du coup, je me suis dit, comment est-ce que je me positionne par rapport à tout ça? Est-ce que, vu qu'il y a ces deux grands courants qui sont déjà là, est-ce que je dois suivre ces courants ou est-ce que je dois créer mon propre chemin finalement? C'est ça que j'avais envie de faire. Donc ça m'a pris du temps avant de réussir à le trouver véritablement. J'ai tâtonné un peu, j'ai fait des tags aussi, j'ai fait des petits dessins, tout ça sur des tout petits formats, des stickers en fait, des autocollants. Et puis petit à petit, j'ai développé vraiment des images de plus en plus grandes qui m'ont fait me poser la question justement de qu'est-ce que j'avais envie de représenter comme personnage, à quoi j'avais envie que ces personnages ressemblent. Donc à ces tout débuts-là, les femmes qui pratiquaient cette forme d'art faisaient toutes plus ou moins, étaient beaucoup influencées par cette école, cette première école très féminine ou par le graffiti. Et il n'y avait pas encore beaucoup de place pour une expression libre, tu vois, de ce qu'il y a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une diversité vraiment énorme sur toutes les pratiques venant des artistes femmes. Et du coup, pour toi, par exemple, quelle était la relation avec la rue, le fait d'être toi en tant que femme figure, mais aussi les représentations qui, du coup, t'essayaient d'aller en contre-courant de la figure qui tu dessinais sur les murs. Quel est, comment dire, ton ressenti par rapport justement à cette présence, toi, en tant que personne, mais aussi à ces représentations que tu fais dans l'espace public et la réaction qu'il peut avoir des personnes, etc. Parce que du coup, quand on travaille dans la rue, c'est ça qui se passe. On est en lien direct avec ces personnes-là. Oui, alors il y a deux lignes dans la réponse que je vais faire. La première, c'est quelle est la manière dont j'ai appréhendé les images de femmes dans l'espace public, moi-même, tu vois, en tant que personne. Et après, comment on travaille dans la rue aussi, quand on est perçu comme femme. Ce qui est intéressant, c'est... moi, j'ai grandi en banlieue. Je suis arrivée à Paris... Alléluia. Merci. Merci, monsieur. Donc voilà, moi j'ai grandi en banlieue, j'avais pas le RER à côté de la maison, il fallait que je prenne 2 bus et le RER pour arriver à Paris. C'était dans le 91, un peu dans le coin paumé. J'ai grandi en voyant des graffitis autour de moi parce que de temps en temps je prenais quand même ce RER pour venir à Paris. Et j'ai déménagé à Paris, j'avais 17 ans. Donc je suis allée m'installer à Paris avec ma sœur. Et j'étais catapultée dans la grande ville, au quotidien, les images en fait de ce qu'on voit, ce qu'on voyait en tout cas encore plus à cette époque, c'était des pubs en fait, des images de femmes dans l'espace public, c'est des pubs. Donc tu te retrouves en fait à 17 ans à être entourée d'images de publicité dans le métro par exemple. Il y a énormément de pubs dans le métro, des images 4x3, vous connaissez. Et voilà. Donc, du coup, j'ai été choquée à un jeune âge, puisque 17 ans, on est encore à la fin de l'adolescence. J'ai été choquée, en fait, de voir toutes ces images immenses, catapultées, bombardées même, et qui, finalement, représentaient un peu toujours les mêmes corps et les mêmes visages. C'est-à-dire, dans la publicité classique, ça change un peu maintenant, mais c'est encore loin d'être vraiment diversifié. Mais dans la publicité classique, on voit des corps de femmes qui sont minces, grandes, blondes, avec la peau claire, avec des traits jeunes, qui n'ont pas de boutons, qui n'ont pas de rides, qui n'ont pas de défauts, entre guillemets, qui ont des cheveux lisses, qui ont des traits plutôt attractifs,
et qui ne sont pas finalement du tout révélatrices de ce que c'est que d'être une femme véritablement normale. Donc je me souviens d'avoir eu ce choc un peu, de me retrouver dans le métro, bombardée de ces images et de me dire, je regarde autour de moi, il n'y a aucune femme qui ressemble à ces femmes-là. Il n'y a aucune femme qui ressemble à cette image qui est bombardée comme un espèce de modèle à suivre. Si tu veux être aimée, si tu veux être acceptée, si tu veux être heureuse, il faut ressembler à ça. C'est ça que ces images disent, en fait. Donc, du coup, j'ai trouvé ça très dérangeant. Et je me suis dit que quand j'allais à mon tour représenter des portraits, je voulais surtout pas représenter ce genre de femme. Enfin, ce genre de femme. Ces images-là. Et c'est des femmes qui existent et qui sont, tu vois, réelles, mais qui ne sont pas la majorité. Autre chose, quoi. Voilà, je voulais montrer autre chose. Et donc, c'était difficile parce que j'avais l'impression que les images de femmes étaient tellement utilisées aussi pour vendre des produits, que ce soit pour vendre des voitures ou des yaourts, c'était encore une fois ces images-là. Et donc, je me suis dit, si je dois représenter des images, finalement, comment est-ce que je pourrais représenter des femmes sans qu'elles soient esthétisées? Tu vois, tellement on est matrixé avec ça, en fait. Hein. Il y a un petit exercice intéressant à faire, d'ailleurs, si vous avez l'occasion. Si vous demandez à vos amis ou vous faites vous-même cet exercice de dessiner un visage de femme, vous allez voir qu'on est tenté d'allonger les cils, d'agrandir les yeux, de rapetisser le nez, de gonfler les lèvres, de faire des visages fins avec des longs cheveux. Si on fait un corps, on sera tenté de représenter des corps minces avec des proportions improbables. Et en fait, parce qu'on est totalement influencé par ces images qu'on voit dans l'espace public. Et c'est les mêmes images qui sont utilisées dans les films. Les actrices, les grandes actrices, elles ont ces corps, elles ont ces visages attractifs, etc. Donc c'est des modèles en fait qui nous sont proposés et qui nous sont même imposés. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour représenter des images qui ne sont pas comme ça, qui sont même l'inverse de ça? Donc je me suis dit, impossible pour moi d'imaginer représenter des femmes sans tomber dans cette forme d'esthétisme. Impossible pour moi d'imaginer même trouver une issue à ça, même si on s'intéresse par exemple aux images féministes un peu rétro, du style We Can Do It, avec cette fille qui est comme ça, avec son bandeau dans les cheveux. Et bien même elle est belle en fait. Elle a de l'eyeliner, elle est mince, elle est attractive au regard, elle a des grands yeux, elle a un petit nez, elle a une grosse bouche. Elle est cute, quoi. Donc, elle-même, elle représente encore cette image idéalisée, en fait. Et du coup, c'était une époque où on ne parlait pas de féminisme, on ne parlait pas de toutes ces choses-là. Ce n'étaient pas des sujets qui étaient abordés. Mais aujourd'hui, tout ça a changé et il y a une diversité folle, encore une fois, de femmes artistes qui vont représenter des corps différents. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, je me suis dit, si je n'arrive pas à représenter des femmes, même des femmes fortes, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais représenter des hommes. Et je vais représenter des hommes sensibles. Je vais représenter en fait finalement une autre partie de ce que je ressens à l'intérieur et ce qui m'intéresse et qu'on ne me montre pas non plus. C'est-à-dire des hommes vulnérables, des hommes qui expérimentent des émotions et qui les expriment. Et donc c'est comme ça qu'est venu ce travail autour de visages plutôt perçus comme masculins et qui sont des visages gros, qui sont des visages colorés, qui sont des visages à l'époque que j'aimais poilus, gros, prendre la place avec des images non plus conventionnelles. Et donc, du coup, je revendiquais même le fait de ne pas peindre de femmes au début. Je le disais haut et fort en interview, je disais, moi, je ne peins pas de femmes parce que c'est trop compliqué, je préfère peindre des hommes, et je peins des hommes sensibles, et ils sont gros, et ils sont ronds, et ils sont doux, et ils sont vulnérables, et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, du coup, ce travail-là, il s'est développé. Là, cette photo, elle date de 2013, donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Et le commissaire d'expo n'est pas là, mais c'est la photo qui sert à l'affiche qu'il y a en ce moment au Grand Palais Immersif pour l'exposition Loading. Et donc, ce travail-là en particulier, il était à l'époque où il y avait toutes les manifs contre le mariage pour tous, qui étaient à l'époque en train d'être votés. Et qui ne l'était pas encore. Il y avait beaucoup de manifs en France, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait beaucoup de manifs contre ce mariage. Et j'avais trouvé ça extrêmement choquant de voir autant de gens manifester contre les droits des autres.
dans un pays où normalement on manifeste pour nos droits et pas contre les droits des autres. C'est absurde de faire ça. Donc, du coup, j'avais fait ce projet qui s'appelait 50 Cakes of Gay. On voit en fait un bout de gâteau. C'était des gâteaux de mariage gay en fait que j'avais peint. J'ai fait toute une série là-dessus. Donc voilà, c'était le début de mon travail. Et puis petit à petit, mon style s'est développé et c'est devenu des personnages un peu plus gender fluide, qui correspondent à mon identité aussi. Mais donc je réponds à la deuxième partie de cette question sur la manière aussi dont on est perçu. Bon, tout le monde dans cette pièce n'est pas sans savoir que c'est plus dangereux pour une femme de se promener à 3h du mat toute seule dans la rue que pour un homme, même si évidemment on peut aussi se faire agresser en étant un homme. Mais ce qui est important, c'est de savoir que les statistiques sont là pour montrer qu'il y a une dangerosité factuelle. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire qu'on part de ce principe, on part de cette base. C'est la base. La base, c'est dangereux, tu peux être victime d'une agression. Voilà, ça c'est la base et je pense que tout le monde le sait. Quand tu as intégré ça et que tu sais sur quelle base tu pars, du coup tu développes, on le développe toutes malgré nous, un sens un peu de qu'est-ce qui se passe autour de moi quand je me déplace dans la rue. Je pense que toutes les personnes se sentant concernées dans cette pièce savent de quoi je parle. Donc tu sais ça. Et après, quand moi j'ai commencé à vouloir faire du street art et faire des choses un peu dans la rue, donc prendre cette place, je ne me suis pas posé cette question tout de suite. C'est après, quand on m'a demandé « Ah, mais comment tu le vis ? Ah, mais comment ça se passe ?» Parce que là, j'ai formalisé ça dans ma tête. Mais en fait, j'avais une soif en moi de prendre une place qu'on ne me donnait pas. De revendiquer cette place. Voilà. Et du coup, est-ce que cette sensation, ces sentiments, ça change par rapport au territoire ? Est-ce que c'est un lieu où tu es ou est-ce que c'est vraiment une expérience qui n'importe où ? Parce que tu as voyagé énormément, tu as fait énormément de projets ici et ailleurs. Et du coup, est-ce que ces sentiments ou ces questionnements, ils viennent aussi quand tu es ailleurs, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a beaucoup vécu ici et que du coup tu te poses moins la question ailleurs Alors tu te poses la question partout, ça c'est sûr. Après, selon les pays où tu es et les gens avec qui tu es aussi, parce que évidemment ça m'est arrivé de voyager seule et de me promener seule dans d'autres pays, mais parfois quand je suis dans les conditions d'un travail par exemple, on m'accompagne, tu vois, donc je suis souvent aussi entourée. Mais évidemment que c'est une question, évidemment, selon les endroits où tu es et ce qu'on te dit. Parce que des fois, on te dit des choses et ça te crée un a priori. Donc, il faut faire attention aussi des fois à ces trucs-là. Il faut savoir qu'en France, c'est un des pays où les gens s'expriment le plus facilement sur la manière dont ils vous perçoivent. Ils ont vraiment absolument besoin de savoir que... ils ont besoin que vous sachiez ce qu'ils pensent de votre look. Ça, vous avez peut-être déjà dû le voir. Donc les Français, ils adorent faire ça. Dire « Ah, vous avez ça. Ah, vous avez ça. Ah, vos cheveux. Ah, vos lunettes. Ah, votre tenue. » Tu vois, c'est vraiment un classique. Tu vois, c'est très, très français, ça. C'est très français. Donc ça, il faut le savoir. Dans d'autres pays, les gens, en fait, ils vous feront jamais de remarques. Ils vous laisseront vivre votre vie comme tout le monde, en fait. Moi, j'ai toujours eu des styles excentriques, donc je sais ce que c'est que d'être pointé du doigt. Physiquement, c'est vraiment un truc quotidien, en France, dans les transports en commun, d'être pointé du doigt physiquement. Donc, j'ai un petit jeu, c'est que quand je vois qu'il y a des gens qui sont là à se pousser du coude et à me pointer du doigt dans le métro, par exemple, je les calcule direct en général. Et du coup, j'attends d'avoir un contact visuel avec ces personnes et leur faire un petit clin d'œil, tu vois. Je sais que tu sais, je sais que tu sais que je sais. C'est comme ça. Mais en gros, voilà, il y a cet a priori aussi qu'on peut avoir à s'autoriser des choses. Moi, ça fait 10 ans que je porte cette moustache tous les jours. Bon, c'est vrai que c'est un truc incongru. J'ai beaucoup de questions. Beaucoup de gens me posent la question pourquoi je fais ça. Et évidemment que c'est... j'ai eu l'occasion de développer toute une réflexion autour de ces questions. Mais c'est aussi la question de quelle liberté on s'accorde à être ce qu'on veut et à se présenter au monde de la manière qui nous plaît. Donc ça, c'est aussi un premier pas, je pense, vers s'approprier quelque chose de l'ordre du corps, de l'ordre de
qu'est-ce que je choisis de montrer, et dans mon apparence, dans la manière dont je m'habille, dont je me coiffe ou dont je me maquille, finalement, je prends, tu vois, la décision pour moi-même de faire ce qui me plaît. Et ça, je pense que ça vient avec l'âge. Quand on est ado, on a plus de mal avec ça. Et puis après, on s'affirme et puis on confirme aussi nos goûts en général. Donc pour moi, c'était des petits pas comme ça, tu vois. Et puis jusqu'au jour où tu te dis, j'ai envie d'aller peindre ce mur. Et je sais que j'ai pas l'autorisation, mais j'ai tellement envie de le faire. Et j'ai envie de me fixer ce challenge aussi, tu vois. Moi, j'ai eu une éducation assez stricte. Mes parents étaient profs et ils voulaient absolument que j'ai des bonnes notes et que je réussisse à l'école. J'avais pas le droit de sortir. Donc, j'avais beaucoup d'interdits chez moi. Et en fait, quand je suis partie de chez moi, donc tôt, à 17 ans, je me suis littéralement enfuie, en fait. Et ben, j'ai eu envie de prendre, je pense, plus facilement, parce que j'avais eu aussi cet élan, et que j'ai eu l'occasion d'aller emménager avec ma sœur qui avait un appart. J'ai eu envie, en fait, de m'émanciper de cette éducation stricte. Et j'avais besoin d'aller challenger ça, tu vois. J'avais besoin, en fait, d'aller un peu à contre-courant par rapport à ce que mes parents m'avaient imposé comme carcan, en fait. Et c'était un besoin chez moi. Je pense que j'avais déjà un peu cette énergie, tu vois, d'aller un peu à contre-courant. Et c'est ça qui m'a donné le moteur. Mais c'est progressif, tout ça. Tu vois, ça ne vient pas d'un coup. Je pense que ça dépend des expériences de chacun et chacune, tu vois, mais c'est progressif, en fait, de prendre sa place, d'oser prendre sa place. Et du coup, il y a eu des moments que tu t'es senti un peu, enfin, que tu as eu des freins, que ce soit de toi-même, justement, à prendre cette place, à revendiquer cette place, ou que ce soit de la société ou des institutions de manière générale. Et est-ce que tu vois en évolution dernièrement, et comment cette évolution a un impact dans ton travail, de comment tu te représentes toi-même et tes personnages? Une évolution, c'est sûr que là, ces dernières années, depuis, je pense, la libération de la parole autour de MeToo, autour de, tu vois, des sujets aujourd'hui où on parle de plein de choses qui existaient déjà avant, mais dont on ne parlait pas. Ce n'étaient pas des sujets qui étaient abordés. Aujourd'hui, on parle très facilement de féminisme, on parle de plus en plus de lutte antiraciste, de décolonialisme, on parle de plus en plus de choses qui avant n'étaient pas abordées. Donc ça permet petit à petit, parce que quelques personnes, et ça a souvent été des femmes, ont pris la parole et ont choisi de prendre cet espace et de défricher, et que pour d'autres, ça a créé un chemin, en fait. Ça a créé un passage. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez récent, tout ça. Je pense que ça fait peut-être 5 ans. Enfin, MeToo, c'est 2017. Donc c'est très récent. Tout ça, c'est très récent. Donc parler de genre, parler de toutes ces choses-là est plutôt récent. Donc je pense que ça a accompagné, en fait, et c'est encore en train de le faire de mieux en mieux, d'accompagner, en fait, une libération de la parole sur tous ces sujets qui sont des sujets d'oppression, qui sont des sujets qui concernent une majorité de gens, en fait, et qui donc sont pour moi une manière aussi de oser prendre la parole, c'est aussi prendre sa place. C'est aussi oser prendre un espace qui ne nous est pas a priori donné. Donc ça vient avec une progression aussi dans les pratiques, dans le street art, mais aussi dans d'autres pratiques, dans l'illustration, dans le tatouage, dans des formes aussi d'artisanat. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se développent aussi, où il y a une parité qui est en train de petit à petit pointer son nez, même si on n'y est pas du tout encore. Et après, sur les institutions, c'est intéressant que tu le présentes comme ça. On m'a souvent demandé si c'était dur d'être une femme dans le graffiti, si c'était plus dur, s'il y avait des mecs qui m'avaient dit que j'avais pas le droit de peindre, ou qui m'avaient empêché de peindre, ou qui m'avaient rabaissé. Et en l'occurrence, ça m'est quasiment jamais arrivé. Ce qui m'est arrivé, au contraire, c'était des mecs curieux de savoir ce que je faisais. Et ça, c'est vraiment un truc typique de l'art urbain, c'est que c'est le style qui compte, et c'est à quel point tu pratiques aussi, et donc à quel point tu es visible. Donc ça induit le respect, entre guillemets,
C'est-à-dire, plus tu vas pratiquer et plus ton style est personnel, plus les gens vont te respecter, entre guillemets, dans cette pratique. Moi, personnellement, je me suis lancée dans ce milieu sans attendre une reconnaissance de la part des mecs qui étaient déjà là. Ça ne m'intéressait pas. Qu'ils me valident, je m'en foutais. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée de ne pas attendre en fait, la validation des autres. Et pour revenir aux institutions, c'est intéressant parce que quand on m'a posé cette question de est-ce que les graffeurs sont machos, bien sûr que c'est un milieu de mecs, bien sûr que c'est un milieu viriliste, un milieu masculin, bien sûr. C'est un milieu où c'est un concours de c'est qui va faire le plus gros, le plus haut, le mieux, le plus, etc. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est la base. Mais je ne peux pas dire qu'on m'ait fermé des portes ou qu'on m'ait empêché. On m'a fait des remarques sur la taille de mes fesses, on m'a dragué, on a été sexiste avec moi, bien sûr. Mais c'est les institutions qui m'ont le plus finalement témoigné une forme de sexisme insidieux, mais beaucoup plus puissant en termes de, tu vois, par exemple, de carrière professionnelle. Les institutions, donc, c'est les collectionneurs, les marchands d'art, les personnes qui sont sur des postes de décision et qui vont pas forcément penser à mettre des femmes dans leur sélection d'artistes, qui vont pas forcément penser à te donner à toi la meilleure place. Qui vont pas forcément penser à te donner le plus grand mur ou à te mettre en avant sur l'affiche, comme c'est mon cas aujourd'hui, et c'est vraiment la première fois de ma vie que ça m'arrive. Donc c'est toutes ces institutions-là qui sont imbriquées dans un système ancestral, hein, je dirais, j'allais dire centenaire, mais c'est presque même millénaire. Hein, enfin, la manière dont les femmes artistes sont traitées, en fait, hein, ça date pas d'hier, qu'il y a une invisibilisation et qu'il y a une manière un peu de « Ah, c'est bien si c'est ton hobby ». Tu peux faire de la peinture sur soie le week-end, il n'y a pas de problème. Tu peux faire de la couture, tu peux faire plein de choses. Mais si ça devient un vrai métier, eh ben, c'est des hommes qui vont le faire. C'est des hommes les grands couturiers, c'est des hommes les grands cuisiniers, c'est des hommes les grands artistes. Alors que tout ça, c'est des choses qui sont pratiquées par les femmes, parfois mieux même, mais en retrait, dans un espace qui est clos, intérieur, ou en tout cas qui a une utilité pour les autres. L'art n'a pas d'utilité. L'art, c'est inutile, entre guillemets, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'art, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas utilement à d'autres, de manière concrète, matérielle. Donc il y a une forme aussi de liberté à s'exprimer aussi dans son intimité dans l'art, tu vois. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on s'exprime artistiquement, on montre son intérieur, on déballe ses tripes, tu vois, et on montre aux gens, regardez, c'est moi. Et ça vient avec beaucoup d'enjeux, notamment aussi de se lancer dans quelque chose de si intime et de le montrer et d'oser le montrer et d'oser prendre cette place aussi de montrer. Donc il y a des enjeux qui sont vraiment multiples, mais c'est vrai qu'en termes d'institutions, ça m'est encore arrivé l'année dernière 2 fois d'être en fait dans des situations où j'avais affaire à des gens. Un qui me dit il faut que je fasse une curation, donc que je fasse une sélection d'artistes pour un événement de street art. On me demande de faire la parité. Ça me fait trop chier. Mec, ok. Ah oui, mais ça me fait trop chier parce qu'en fait, des femmes artistes, il n'y en a pas tellement que ça, des bonnes. On entend son voix. Bruh. Comment te dire t'as regardé? T'as cherché? Est-ce que t'as cherché? Donc, ouais, non, j'ai cherché, mais bon, je lui dis, mais t'as des contraintes de budget, tu peux pas inviter des femmes, même des femmes qui viennent d'autres pays, je sais pas. Non, il n'y a aucune contrainte de budget, je peux faire ce que je veux. Le mec était incapable de trouver 5 meufs à inviter à son événement. Bon. Et il avait le culot de me dire à moi, en face, que c'était parce qu'il n'y avait pas assez de nanas assez fortes, quoi, dans le domaine. Tu vois? Voilà. Et bon, bref, ce genre de choses arrive encore maintenant, quoi. Tu vois, donc ça veut dire qu'on n'y est pas encore. Hein, on n'est pas encore tout à fait arrivé, mais ça vient.
Oui, c'est donner la cause, parce que justement, on parlait de ça l'autre jour, les femmes qui font pas, enfin, quand elles proposent leur portfolio ou quoi, qu'il n'y a pas d'assez grands murs ou machin, et du coup, ils disent, ouais, on va pas donner parce qu'elle n'a pas assez d'expérience, elle n'a pas fait tel truc, mais en fait, la chose, c'est que si tu donnes pas l'opportunité, si tu invites pas les femmes à occuper ces espaces-là, eh ben, elles auront jamais ces genres de projets à présenter dans leur portfolio. Et puis, ça ne veut pas dire qu'elles sont pas capables de le faire. Du coup, c'est le genre de choses qui, moi aussi, dans mon milieu, du coup, je suis de l'autre côté, hein, dans la production, direction artistique, mais on entend souvent ces genres de remarques de il n'y a pas assez de femmes qui font des choses bien. En fait, elles peuvent pas travailler en hiver parce que c'est trop dur, elles peuvent pas porter ça, elles peuvent pas porter truc. Donner un mur de cette taille-là pour une femme, mais pourquoi on se demande justement, mais pourquoi? Parce que du coup, dans l'intervention que j'ai fait l'autre jour à Paris 8, on parlait que c'est quelque chose, dans l'art urbain, elle est encore très présente. Et je pense aussi que c'est un peu parce qu'il y a ce milieu qui est très masculin et qui du coup, forcément, les gens ils se sont dit, en fait, mettre plus de mecs, c'est normal. Mais c'est quelque chose qui se passe dans toute l'histoire de l'art et dans toute l'histoire de l'humanité, en fait, de mettre justement, de omettre, pour le coup, cet espace ou cette place-là pour les femmes et qui, du coup, fort heureusement, il y a des femmes qui revendiquent cette place-là et qui vont aller chercher, qui vont s'imposer, qui vont essayer de se montrer et dire voilà, moi j'en suis capable de le faire aussi. Et puis fort heureusement aussi, il y a des personnes qui donnent cette place, qui donnent cette opportunité, comme malheureusement Christian Modéo a eu un empêchement, il n'a pas pu venir, mais comme Christian Modéo par exemple qui t'a mis en tête d'affiche de l'exposition, qui allez-y le voir pour ceux qui n'ont pas pu le faire au Grand Palais Immersif. Et puis voilà quoi, et on est ravis de t'avoir sur ce gros mur de 27 mètres haut. Merci. Tu vois, il a fallu que ce soit vous qui me donniez cette opportunité. Tu vois, c'est une opportunité que j'avais jamais eue en France. Aux États-Unis ou au Canada, on m'avait déjà proposé des grands murs, mais pas aussi haut. C'est vraiment le plus haut, là, 30 mètres que j'ai jamais fait. Et quelque part, c'est symbolique, tu sais, ces trucs hyper longs et hyper hauts, là, je sais plus comment ça s'appelle, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc symbolique là-dedans, tu vois, d'avoir un grand truc long comme ça, bien droit. Je n'avais pas fait le reproche. Non, mais en fait, c'est ça qu'on donne aux hommes, parce que ça leur ressemble. Tu vois, et donc du coup, il y a un côté très symbolique là-dedans qui me fait marrer. Les œuvres monumentales, tu vois, c'est aussi ça. C'est aussi, je prends ma blade, mais tu vois, il y a un côté très symbolique là-dedans. En tout cas, moi, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je me suis penchée petit à petit parce que, au début, je l'avais pas conscientisé. Je savais que on était en minorité dans ce milieu. Je savais qu'il n'y avait pas une place réelle pour des artistes femmes. Puisque moi-même, quand j'ai découvert un peu des artistes qui m'ont marqué, je me suis bien rendu compte qu'assez rapidement, le nombre d'artistes femmes était limité, en fait, dans la visibilité de ce qui a marqué l'histoire de l'art. Je donne souvent cet exemple, on peut citer facilement une dizaine de peintres hommes qui ont marqué l'histoire de l'art. Monet, Manet, Rembrandt, Dali, Picasso. Bref, voilà, Van Gogh, ouais. Mais ne serait-ce que 3 peintres femmes. Bon, alors, Niki de Saint-Phal, je commence par elle, je l'aime bien. Bon, Frida Kahlo, hein, tout le monde connaît. Sonia Delaunay. Et après, on part dans des trucs un peu plus underground, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, des artistes institutionnalisés. Du coup, c'est pour ça aussi la question de institution. Quelle place ils donnent et quelle place... voilà, c'est intéressant de voir justement le pourcentage parce que du coup, j'étais en train de lire un livre l'autre jour. En question de pourcentage, on se dit, bon, il y a eu des moments dans l'histoire qu'on avait genre 2% des femmes représentées dans les institutions, les galeries, les musées d'art, etc. Et on se dit, en fait, il n'y a pas que 2% qui ont créé
derrière, et combien même aussi des artistes hommes qui ont récupéré le travail de leurs femmes, justement. Et on se dit, c'est quand même incroyable de effacer ou d'évincer les femmes de l'histoire comme ça. Et j'espère fortement qu'aujourd'hui, ça sera plus possible parce qu'on écrit notre propre histoire. Du coup, avec l'avènement des réseaux sociaux, etc., on est capable de se donner la parole, même si eux, ils veulent pas nous la donner, et qui, du coup, on revendique cette place d'autant plus fort et d'autant plus haut envers d'autres horizons, quoi. Donc, c'est ça. Mais je pense que ça peut pas, pour l'instant, j'espère en tout cas, revenir en arrière, parce que l'énergie qui est déployée, tu vois, autour de toutes ces questions, elle est tellement forte et elle concerne tellement de gens. C'est pas possible que d'un coup ça puisse s'arrêter, tu vois. Moi, je trouve que c'est intéressant pour ça. Il y a eu des soubresauts avant, dans les années 60-70, autour de la libération des femmes, de l'égalité, etc. Et puis après, finalement, ça s'est un peu réduit. Le capitalisme a gagné. Tout le monde s'est mis à bosser. Et puis finalement, en plus du rôle qu'il fallait tenir à la maison, il fallait en plus être bien au travail et être une bonne professionnelle. Donc, c'est pas évident en fait de mener de front tous ces trucs-là. Mais maintenant que les choses ont évolué, comme tu dis, il y a les réseaux sociaux. Il y a aussi d'autres sujets. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant de voir ça aussi en termes d'intersectionnalité, tu vois, parce que ce soit sur les luttes antiracistes, décoloniales, que ce soit sur la question queer, que ce soit sur la question du féminisme, etc., on voit que en fait on peut être ensemble là-dedans, on peut être ensemble dans cette approche, et que en fait ensemble, on est vraiment une majorité sur cette terre en fait, clairement. Donc c'est ça qui est pour moi le plus intéressant et le plus important aujourd'hui, c'est de voir une vraie progression dans toutes ces pensées, et de voir que c'est pas demain que ça va s'arrêter. Voilà. Malgré des régimes politiques divers et variés où on subit, où clairement on n'est pas persuadé que ce soit dans les sens les plus glorieux, mais je trouve que c'est pas grave, parce que notre énergie et notre manière de vouloir une meilleure équité, d'être mieux traité, et une vraie un vrai meilleur futur, j'allais dire. Enfin, c'est un peu utopique, mais moi je suis utopique révoltée, c'est ça mon truc. J'aime être utopiste. Je trouve que c'est intéressant d'être utopiste. C'est bien de rêver. Ah oui. C'est important les rêves pour nous pousser à aller plus loin. C'est ça. Moi j'y crois en tout cas, parce que je l'ai vu moi-même dans mon expérience. Tu vois, en presque 20 ans d'expérience, j'ai vu tout un univers évoluer, des pensées éclore, des gens de plus en plus se raccrocher à tout ça, et avec vraiment, c'est pas que en France, c'est pas que dans les pays occidentaux non plus. Tu vois, quand je voyage au Brésil, quand je voyage en Colombie, quand je voyage en Côte d'Ivoire, quand je voyage aux Antilles ou en Asie, j'étais au Népal, c'est des sujets qui concernent tout le monde en fait. Même au Népal, il y a des associations queer féministes. Ça existe. Donc il y a une volonté, je pense, internationale de faire évoluer tous ces sujets et de pouvoir avoir un vrai... nouvelle manière d'appréhender les choses, où du coup on puisse imaginer que prendre sa place, ce sera plus autant un challenge que prendre cet espace dans la rue ou en tant qu'artiste, ou même prendre la parole, ou oser faire des choses pour soi-même et prendre cette place pour nous-mêmes, ça puisse être de moins en moins difficile. Ouais, que ce soit pas du tout. Voilà, c'est ça. Merci. Complètement. Est-ce qu'on prend 10 minutes? Oui. Il est 36. Oui, je pense qu'on... Ouais, on est bien là. On est complètement bien. Oui. Je voulais savoir si, justement, pour vous, est-ce que l'art est forcément politique pour vous? Oui, pour moi, tout est politique. Tout. Parce que la manière dont ce bâtiment a été conçu est politique.
la manière dont cette ville a été conçue est politique. Tu vois, la manière dont on nous élève quand on parle des institutions, quand on parle de la famille, c'est une institution, l'éducation, c'est une institution, l'école, c'est une institution. Tout ça est politique. Et c'est pas... j'entrevois pas ce terme de politique comme quelque chose de absolument avec du sens et avec une revendication militante. C'est juste, la politique, c'est ce qui concerne le peuple, c'est ce qui concerne le grand nombre. Et ce qui régit notre manière de vivre, le fait que on puisse parler aujourd'hui librement en face de vous, que vous soyez là, qu'il y ait cet espace pour ça, tout ça, ça a été le fruit de décisions de plein de gens politiques. Et donc, du coup, tout est pour moi un peu enchevêtré autour de la politique. Il y a une série de podcasts, je crois, qui s'appelait Intime et politique, ou ce genre de choses. Et même l'intime est politique, je pense, tu vois. Donc, aujourd'hui, on parle de choses publiques, etc. Mais quand on choisit, tu vois, de sortir, de prendre un espace ou de prendre la parole ou d'oser, de faire des choses, même simples, tu vois, dans le métro, de s'asseoir comme ça, tu vois, et de prendre cette place. C'est pas genre comme ça, c'est normal. Je suis alignée là. J'ai juste, mes épaules elles sont alignées sur l'espace entre mes genoux. Et bien ça, c'est politique. Donc je trouve que c'est intéressant en fait de le voir comme ça. Et après, l'art en tant que tel, tous les artistes ne sont pas avec cette revendication. Oui. Certains ou certaines artistes préfèrent être dans une approche plutôt plus légère, je dirais, voilà, où il n'y a pas un enjeu, tu vois. Mais je trouve que s'il y a un truc particulièrement intéressant politiquement, c'est l'art. Parce que l'art, il apporte des questions sur le monde. Je trouve que les artistes, leur rôle, c'est de questionner ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, ce qui est normal ou pas. Tu vois, des choses qui nous paraissent acquises. La question de la publicité dont je parlais tout à l'heure, c'est acquis. Que toutes les femmes doivent ressembler à ça sur des pubs. C'est acquis que si tu vas dans une agence de casting demain pour te proposer, pour faire de la publicité, on va te dire « Ah, t'es pas assez grande, t'es pas assez comme ci, t'es pas... » Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tout ça, c'est acquis et c'est intégré. Et après, les artistes, c'est leur rôle pour moi d'aller piquer ça un peu en mode de « Hey, ça, là, c'est un peu bizarre, non ? C'est un peu chelou, non ? » Tu vois ? Et c'est pour ça que ça fait que les œuvres qui marquent les gens, en général, sont celles qui vont poser ces questions. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la peinture, dans n'importe quelle pratique artistique, les œuvres qui marquent les gens sont celles des personnes qui vont aller challenger un peu ça. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas ? Qu'est-ce que... Tu vois ? Donc, moi, personnellement, en tout cas, je suis plus touchée par une pratique artistique qui se conscientise là-dessus plutôt que pas. Merci. Oui. Je me demandais, parce que tu as dit que Caching, du coup, c'est une artiste. Est-ce que tu fais une différence entre toi et Caching ? Est-ce que tu considères que vous êtes un peu deux personnes différentes mais liées, ou est-ce que tu considères que tu es vraiment Caching, c'est juste toi, pareil que ce soit quand tu peins ou dans la vie de tous les jours ? Alors, Caching, c'est ma forme Pokémon rare. En fait, je pense que c'est un pseudonyme, donc comme beaucoup d'artistes qui ont des pseudonymes, évidemment, c'est une partie de toi. Après, moi, je ne fais pas vraiment de distinguo. Je pense que c'est une partie de moi, mais au même titre que mon nom de naissance en est une. Il n'y a pas de scission. C'est juste plusieurs facettes d'un même truc. Et c'est ça l'identité. L'identité, c'est toutes les facettes de ce qu'on est, qui n'est pas un truc. Tu vois, tu n'es pas que artiste ou tu n'es pas que cette personne qui, tu vois, s'habille de telle manière ou quoi. Tu es beaucoup d'autres choses. Et donc, je trouve ça intéressant parce que parfois, avec les surnoms aussi, on a ça, tu vois. Avec tes amis, tu peux avoir un petit surnom ou avec la personne, tu vois, avec qui tu es dans une relation romantique ou pas, tu vois. Tu peux avoir aussi des petits surnoms, tu vois. Alors, et tout ça, c'est toi. Tu es autant bébé que ton prénom, que ton pseudonyme d'artiste, que t'es le surnom que tes parents ou tes potes t'ont donné. Tu vois, donc je trouve ça intéressant en fait de voir ça, comme plusieurs facettes d'un même ensemble. Voilà. D'autres questions ? Oui. Oui, donc
avec une classe, on est allé voir l'exposition à Bastille, et il y avait une vidéo dans laquelle vous faisiez du make-up sur tout le visage. Et est-ce que pour vous, c'est aussi une forme de street art, le make-up? Bien sûr. Bah, alors, c'est marrant parce que je ne me suis pas présentée comme ça tout à l'heure, mais en général, quand je présente mon travail, je dis que je pratique une forme d'art public, performatif et activiste. Donc, une forme d'art public, performatif et activiste, c'est autant du street art que cette moustache que je porte, qui pourrait être encore aussi un autre Pokémon avec plus de détails. Ça pourrait être aussi tout simplement danser dans la rue, n'importe quoi en fait qui prend finalement le corps en tant que performance, c'est pour ça que j'appelle ça performatif, et qui soit dans un endroit visible. Donc le faire chez soi, pourquoi pas. Ouvrir une fenêtre sur les réseaux sociaux, c'est aussi de la visibilité, c'est aussi public finalement. Donc c'est pas obligé que ce soit la rue. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et le fait que ça se recoupe pour moi autour de ce même cœur d'un travail finalement autour du corps, tu vois, de l'implication d'un corps total dans une pratique artistique. Et ça m'a toujours fascinée, même chez d'autres artistes. Cette espèce de dévouement presque, tu vois, ou en tout cas d'implication absolue dans son art. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça met vraiment une perspective presque extrême. Je pense notamment à des performances comme Marina Abramovic qui a poussé son corps à l'extrême dans ses performances que j'ai toujours admirées, mais qui est aussi une manière d'habiter sa pratique, tu vois, physiquement. Et donc de créer un lien, encore une fois, entre l'intérieur et l'extérieur, de faire en fait une approche intime et publique à la fois. C'est en tout cas une manière d'entreprendre ma vie et mon travail qui me plaît. D'accord. Voilà. Donc quand je me maquille aussi, c'est marrant parce que ça crée un pont entre mes murs et mon corps ou le corps d'autres personnes. C'est comme si les personnages que je peins s'incarnaient, tu vois, et sortaient du mur un peu. Et du coup, j'adore cette idée de pouvoir avoir des vraies personnes en fait en mouvement, des personnes de chair et de sang qui soient un peu une extension finalement de mon travail pictural. D'accord, merci beaucoup. Oui. Et du coup, ces personnages-là, vous avez mis combien de temps à les mettre en place et à vous dire, ok, c'est bon, c'est cette forme-là que je veux? J'ai mis longtemps si je pars de mes tout débuts de dessin. Parce que j'ai toujours été fascinée par le portrait et par les artistes aussi qui font du portrait ou de l'autoportrait. À mes débuts, je faisais des dessins assez simples, plutôt dans un style BD, qui n'était pas du tout aussi imaginaire que ça. J'utilisais beaucoup moins de couleurs. Les yeux n'étaient que 2. Et petit à petit, en fait, par plusieurs inspirations de la tradition des masques qui existe dans le monde entier et qui est super riche, ou de la tradition du maquillage même. J'ai développé de plus en plus ces traits. Les 4 yeux sont venus progressivement aussi. Et il y a eu des déclics à des moments aussi avec des inspirations, avec des amis qui m'ont montré aussi le travail d'autres et qui m'ont ouvert aussi la perspective sur d'autres choses plus libres que ce que je m'accordais avant. Oui. Et justement, dans l'élaboration de vos personnages, est-ce que vous avez été inspiré par des représentations, par exemple, des dieux hindous? Est-ce que ça fait un peu penser à ça? Oui, alors c'est vrai que certaines personnes me parlent de ça. C'est marrant parce que quand je me suis posé cette question de « je veux surtout pas représenter des corps, de la publicité, etc. », je me suis dit je voudrais représenter des personnages qui puissent être compris de la majorité des gens et qui puissent être pas justement que dans une culture.
Et du coup, d'où la tradition des masques qui m'a beaucoup inspirée, parce que c'est une tradition, une des rares traditions que tous les humains ont en commun. Il y a des masques en Asie, dans plein de pays différents, évidemment sur le continent africain. Il y a des masques en Europe aussi pour le carnaval ou pour certains rituels païens anciens. Pour la lucha libre au Mexique, tu sais, des masques de catch. Que ce soit en tout cas pour une pratique ludique ou plus spirituelle, plus profonde, ces masques, ils revêtent finalement les visages de ceux et celles qui les portent et te permettent d'exprimer autre chose qu'à l'intérieur de toi. Et peut-être que les représentations finalement d'images spirituelles, elles sont imaginées aussi, tu vois, quelque part. Et donc du coup, il y a un lien un peu de transcendance de l'humain. C'est plus vraiment un humain en tant que tel, avec sa forme, je dirais, basique. C'est quelque chose qui va au-delà de l'humain, tu vois. Le masque permet ça, ou la représentation peut-être de personnes ou de personnages spirituels peut permettre ça. Donc de pousser un peu le curseur sur aussi quelque chose de l'ordre de la spiritualité. Tu vois, ça me parle. Après, moi, ce que je m'accorde j'aime l'idée de m'inspirer de toutes ces choses, mais de ne pas les copier non plus, parce que ça, c'est de l'appropriation culturelle. Et c'est pas très intéressant. Mais une inspiration, finalement, me vient aussi de ces cultures. Toi, tu vois cette inspiration-là. D'autres me disent, on dirait des latino-américains, des personnages, ou on dirait des masques indonésiens. Tu vois, il y a pas mal de gens, finalement, qui me donnent des feedbacks très divers. Et toutes les réponses sont intéressantes parce qu'en fait, finalement, ça me conforte dans l'idée que mes images, elles peuvent être au croisement de plusieurs cultures. Tu vois, que c'est pas une culture que je cherche à représenter, mais une espèce de mélange, une intersection, encore une fois, entre plusieurs influences, mais autour de cette histoire de personnages imaginaires qui transcendent un peu, finalement, une condition humaine de base. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. On a déjà dit qu'on posait la question à quoi, mais pourquoi 4 yeux? Ah oui, alors les 4 yeux, c'est venu d'une histoire. Je faisais donc que 2 yeux, avant je peignais que 2 yeux sur mes personnages. Et j'avais peint un mur au Frigo, dans le 13e. C'est un endroit où c'est toléré d'aller peindre. Si un jour vous avez envie de vous tenter de peindre à la bombe, vous pouvez aller là-bas, c'est assez libre. J'avais fait un triptyque où j'avais utilisé des couleurs très basiques, mais sur un fond blanc. Et je suis retournée voir mon mur plus tard et quelqu'un avait peint en blanc, donc repeint, les yeux, la bouche et les oreilles de mes personnages, donc effacé ma signature. Et cette personne avait écrit, à côté de cette nouvelle œuvre, un texte sur une situation de politique, d'injustice politique. Donc une situation où il y avait une urgence de dénoncer une injustice politique. Et donc, en effaçant les yeux, la bouche et les oreilles, cette personne, tu vois, illustrait qu'on était sourd, aveugle et impuissant un peu face à cette situation d'injustice. Et je me suis dit au début, mais qui est cette personne qui m'a volé mon travail pour faire, finalement pour illustrer un propos que moi, je comprenais évidemment, mais qui n'était pas le mien. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est super intéressant ce texte. Ce texte dénonce un vrai truc qui me parle. Donc, par réaction, et un peu par rage, et à la fois par cohésion avec cette idée, j'ai rajouté des yeux pour dire, tu crois qu'on voit pas, mais en fait, on voit encore plus. Tu vois ? Donc, j'ai mis 4 yeux, là où, à la base, il n'y en avait que 2. Et puis, j'ai refait les oreilles, et même sur certains personnages, j'ai mis des yeux à la place de la bouche. Enfin, j'ai un peu remanié, ça m'a permis de remanier totalement, en fait, ces personnages que je peignais, qui avant étaient assez classiques. Et ces 4 yeux, du coup, sont devenus un peu... je trouvais que ça donnait bien. Je trouvais qu'en plus, en séparant les 2 paires d'yeux, tu pouvais exprimer 2 regards dans un même visage. Et ça, je trouvais ça intéressant. Il y a un petit jeu à faire, c'est que si tu veux mettre une des photos,
Tu vois, si tu regardes que les yeux du haut, tu vois que le personnage regarde vers au loin. Ça, c'est un des plus grands murs que j'avais fait avant celui de Saint-Denis, c'est à Grigny, à la Grande Borne. Et les yeux du bas regardent vers ailleurs, tu vois, un peu rêveur, etc. Donc, quelque part, l'idée, c'est de pouvoir exprimer ces deux choses dans un même visage, quoi. Donc, cette situation qui, à la base, était un peu relou, au final, s'est transformée en une opportunité de développer autre chose et d'aller dans une direction qui, finalement, avait plus de sens encore pour moi. Oui. Question. Quel regard vous portez sur la représentation des femmes de couleur dans le spectacle ? Alors, je trouve que c'est une vraie question parce que j'ai vu des œuvres qui m'ont dérangée, mais c'est pas vraiment à moi de juger, mais des personnes qui ne sont pas racisées et qui peignent des femmes racisées, par exemple. Et avec parfois une image qui pouvait être un peu cliché. Par exemple, une femme africaine avec un bébé dans le dos et puis un gros turban, tu vois, ce genre de choses. Donc, j'ai vu des peintures comme ça qui parfois m'ont posé question. Qu'est-ce que cette femme qui n'est pas racisée cherche à représenter, tu vois ? Est-ce que c'est quelque chose qui est... c'est un élan qui est tout à fait, je pense, positif, qui n'est pas... mais à quel point, tu vois, tu représentes quelque chose qui t'appartient ou pas, tu vois ? Et après, par contre, ce qui est très intéressant et que ça, pour le coup, ça s'est beaucoup développé ces dernières années, c'est des femmes racisées qui représentent d'autres femmes racisées. Tu vois. Et ça, je trouve que personnellement, ça me paraît judicieux. Et en plus, ça donne une visibilité qu'il n'y avait pas avant du tout. Quand on a commencé le street art, ou toi le graffiti, je pense qu'il n'y avait aucune femme racisée. Encore maintenant, c'est quand même... Voilà. Voilà. C'est vraiment un questionnement fort. En plus de la sous-représentation de la femme dans le milieu artistique, la sous-représentation des femmes racisées. Le level up, quoi. C'est ça. Mais c'est en train de changer. Je le vois, en tout cas, même à l'international. Tu vois, il y a eu, par exemple... un renouveau aussi dans les pays du Moyen-Orient, en Afghanistan aussi, par exemple, il y a eu plusieurs femmes voilées aussi qui se sont lancées dans le street art et qui ont fait parler d'elles, tu vois, sur cette pratique-là. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui n'existaient pas avant et qui existent maintenant. Donc c'est intéressant de voir cette évolution-là. Et puis... je pense qu'il y a une manière d'appréhender, tu vois, tous ces sujets qui est évidemment mieux faite si c'est fait par les personnes qui sont concernées. Tu vois ? C'est la base. Donc, si c'est fait par les personnes concernées, ça peut que être hyper intéressant et nous apporter évidemment des choses qui manquent encore. Donc, bienvenue. C'est intéressant en tout cas de me poser cette question. Merci pour ta question. Bon, merci beaucoup tout le monde d'être venu. Merci. Bon, là, j'avais mis quelques petites images d'autres artistes femmes du coup dans la présentation, mais là on est à court de temps, il faut qu'on commence à marcher. Je vais juste remercier du coup tous les partenaires du projet, parce que du coup là c'est un projet à l'initiative de Paris 8 et Terrar. Donc c'est Elsa qui est venue le chercher, qui est venue parler avec nous. Elle a visité du coup le parcours l'année dernière de la Street Art Avenue. On a fait une intervention en début du mois et on avait programmé du coup cette conversation que c'était à la base avec Christian Modeo et Kashink, mais qui s'est très bien passé en mode interview avec Kashink seulement, et c'est un sujet passionnant. Et du coup, on compte évidemment avec le soutien de la Street Art Avenue, qui c'est le projet qui accueille Kashink cette année et où on ira voir, du coup, on travaille là tout de suite après la table ronde pour ceux qui ont du temps et qui veulent nous accompagner. Et Street Art Avenue, c'est un festival donc, qui est le long du canal Saint-Denis, à 5 km de parcours à voir. Donc allez-y en vélo, en bateau, à pied, comme vous voulez. C'est un projet du coup porté par Plaine Commun,
commune et avec le soutien de plein de partenaires. Ce sont les villes concernées par le projet, le territoire et d'autres soutiens importants pour qu'on puisse faire cette grosse fresque du coup de 27 mètres de haut qui je vous encourage fortement d'aller voir. Cette année, on fera des interventions jusqu'en juillet avec des artistes vraiment de plein de villes différentes, avec plein d'artistes femmes incroyables qui on a hâte de vous présenter. Voilà. Et bon, on peut peut-être s'organiser, commencer à marcher pour que Kaching puisse profiter du soleil pour peindre aujourd'hui.